Le PRAPS 1, le ministre avait déjà communiqué un montant. Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas que je communique un montant qui est différent de celui qui est du ministre. Il a communiqué dans ce reportage. Hein? Il n'a pas parlé de ça dans le reportage. Donc, on va laisser je ne saurais le dire. OK. On zappe ça. Comme ça, si... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur l'ORTM et de suivre Actu Hebdo, votre rendez-vous dominical de la mi-journée qui reçoit aujourd'hui deux invités. Monsieur Moussa Koulibaly, le coordinateur du PRAPS 2. Bonjour, monsieur Koulibaly. Et bienvenue. Merci. Également sur ce plateau, monsieur Cheikh Fantamadi Keita, directeur national de la géologie et des mines, la DNGM. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Très bien. Vous voulez parler de quoi? De l'or, du pétrole, des autres substances. On en a beaucoup, hein, les richesses. On en a beaucoup. D'accord. Cheikh Fantamadi Keita, ça nous rappelle un grand joueur. Vous êtes un footballeur? J'étais un footballeur. Ah bon? Vous avez arrêté? Ah, bien sûr, on a arrêté. Et pourquoi? Ah, je ne pouvais pas concilier les deux en même temps, les études et le football. Donc c'est difficile de concilier sport intellectuel et sport physique? Oui, bon, des fois, on peut le faire, mais on a dit que l'un est de l'autre. Oui, oui. Un esprit sain dans un corps sain, c'est comme ça qu'on Oui, moi, j'étais dans une une grande école où les cours se tenaient les soirs. Oui. Donc, alors qu'au niveau du football aussi, il faut s'entraîner les soirs. Eh bien, de toute façon, ça a porté ses fruits. Vous êtes aujourd'hui le directeur général de la DNGM. Oui, oui. C'est pas rien. C'est pas rien. Ok, félicitations à vous, messieurs. Merci. Et merci d'être sur ce plateau. Et on va directement avec le premier sujet, c'est bien la pérennisation des acquis du PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Le Mali bénéficie d'une deuxième phase. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur d'environ 35 milliards de francs CFA, en plus d'un apport du Mali d'1 milliard 158 milliards. Le PRAPS 2 a été lancé ce vendredi et ça va booster les productions pastorales maliennes sur une période de 6 ans. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On verra avec notre invité, M. Koulibaly, comment ils le feront. En attendant, on va regarder le reportage de Salimata Ndao. De 2022 à 2027, la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, sera exécutée. Elle concerne 459 communes et va permettre aux pasteurs et agro-pasteurs d'avoir accès aux services et moyens de production essentiels et au marché. Pour le PRAPS 2, nous avons beaucoup un regard sur le genre et sur l'inclusion sociale, aussi sur les services vétérinaires. En termes de santé animale, il s'agit principalement de lutter contre les deux grandes maladies prioritaires animales, la peste des petits ruminants. Quant à la première maladie qui est la péripneumonie contagieuse bovine, donc ça aussi nous allons appuyer le contrôle de cette maladie pour la maîtriser. Il est prévu même la formation de 31 docteurs vétérinaires. La bonne exécution du PRAPS 1 et la nécessité de consolider ses acquis ont motivé l'octroi du financement de la Banque mondiale pour la deuxième phase. Cette deuxième phase, au cours de laquelle plus de 2,2 millions de personnes dépendant principalement du pastoralisme ont bénéficié de l'appui de la Banque mondiale à travers un investissement de 45 millions de dollars des États-Unis au Mali. Eu égard à ces résultats très encourageants enregistrés par la première phase, cette deuxième phase se veut encore plus ambitieuse en termes de financement et de résultats. En effet, à travers cette deuxième phase, la Banque mondiale investira 375 millions de dollars dans les 6 pays du Sahel, dont 60 millions de dollars en faveur du Mali. Les 60 millions de dollars font environ 35 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute l'apport du Mali qui se chiffre à 1,158 milliards. Le projet va étendre la gamme de ses activités en mettant l'accent
sur les nouvelles solutions innovantes avec une cible de 5 350 000 bénéficiaires, contre 440 000 pour la première phase. Sa mise en œuvre se fera sur 5 composantes: l'amélioration de la santé animale et du contrôle des médicaments, la gestion et la gouvernance durable des ressources pastorales, l'amélioration des chaînes de valeur du bétail, l'inclusion sociale et économique des jeunes et des femmes du milieu pastoral. Le chef du département de l'élevage et de la pêche a invité les acteurs à prendre plus d'initiatives dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises pastorales. Voilà, exploitation agricole, exploitation minière, c'est toujours la terre. On va poser la première question à notre directeur national de la géologie et des mines. Est-ce que vous avez une certaine notion de la gestion des terres? Parce qu'on voit souvent des conflits avec les agriculteurs et tout. Vous êtes sur leurs terres ou bien ils sont sur vos terres? Comment vous gérez ça? Oh, ok, la gestion entre le secteur minier et le secteur de l'élevage, je pense qu'ensemble, ça va dans le même sens. Quand vous regardez les sociétés minières ont développé une certaine notion de développement communautaire. Et ces développements communautaires touchent les villages riverains des mines par rapport à des activités créatrices d'emplois, créatrices d'économie. C'est pourquoi au niveau de ces villages, concernant le développement communautaire, c'est créer des activités génératrices comme il y a l'élevage, il y a l'agriculture, ainsi de suite. Parce qu'ici, on est sur 459 communes quand même, ça veut dire que c'est l'ensemble du pays. Hein? Oui. Presque. N'est-ce pas? C'est presque l'ensemble du pays. D'accord. Alors, vous venez de lancer donc la deuxième phase du projet PRAPS. Mais vous étiez sur ce plateau il y a presque 2 ans. C'était pour parler d'autre chose. PADEL-M, on est toujours dans le secteur de l'agriculture. Bien sûr. Et rappelez-nous un peu, PADEL-M, c'est quoi? C'est le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali. Donc, c'est un projet qui s'occupe de l'élevage sédentaire. C'est-à-dire vise uniquement et exclusivement la production de viande, de lait, des poulets, du poisson et même les autres filières de diversification en élevage. Donc, le PRAPS est différent du PADEL-M. Est différent du PADEL. D'accord. Mais ce sont ces 2 projets d'élevage qui sont mutualisés au sein d'une même unité de gestion du projet et qui sont complémentaires. Alors, le PRAPS s'occupe de quoi exactement? Le PRAPS s'occupe dans les reportages. Le PRAPS s'occupe exclusivement de l'élevage pastoral mobile, que ce soit la transhumance, le nomadisme. Donc, c'est vraiment l'élevage pastoral mobile qui, aujourd'hui, fournit la majorité partie des animaux que nous consommons. Maintenant, les 2 projets sont complémentaires parce que l'embauche que l'élevage sédentaire utilise vient de l'élevage pastoral aussi. Donc, ces 2 élevages sont complémentaires. Mais sédentaire, ça finit toujours par le pastoralisme. Il faut bouger. Ou bien? C'est le pastoralisme qui finit par sédentaire. Par sédentaire. Voilà. Ah, c'est là. Voilà. Ah, bah, parce maintenant, que... pour rectifier aussi, vous avez parlé de montants. C'est vrai, vous avez parlé de 35 milliards. Oui, 35 milliards. C'est ce qu'a dit pour ne pas oublier, notre reporter. Et au lieu de 1,158 milliards, vous avez parlé de 158 milliards. Donc, j'ai dit 1,158 milliards. Pour l'État. Pour l'État. Voilà. Le Mali finance. La contribution du Mali, c'est 1,158 milliards. Voilà, merci. C'est bien cela. Voilà. D'accord. Alors, PRAPS 2, ça veut dire qu'il y a eu PRAPS 1. Et c'était quand? C'était sur quelle durée? Et c'était toujours les 451 communes? Non. Donc, PRAPS 1, ça fait, qu'est-ce que ça fait? C'était pour 6 ans. Avant d'aller à 2 là. Oui. Et dites-nous comment ça s'est passé le 1? Oui, c'était une durée de 6 ans. À 6 ans. Donc, qui aussi visait 440 000 bénéficiaires. D'accord. Donc, sur ces 440 000 bénéficiaires, parce que le PRAPS 1 aussi avait ses 3 composantes, comme le PRAPS 2, mais qui a amélioré ses composantes. Rappelez-nous les composantes. Il y a la composante qui s'occupe, en tout cas, de la santé animale. Il y a la composante qui s'occupe des ressources naturelles, la composante qui s'occupe de l'accès au marché, la composante qui s'occupe de la gestion des crises
et une composante qui s'occupe de la gestion du projet. Donc ça, c'était par rapport au PRAPS 1. Donc du coup, ce PRAPS 1 aussi a enregistré des résultats spectaculaires. Donc d'emblée, vous avez réalisé tout ce que vous avez dans le pipe au départ. Tout a été fait. Bon, il y a certaines activités qui n'ont pas pu être réalisées, mais il y a certaines activités qui ont largement dépassé. Donc le décaissement a été fait à 100% pour ce projet. On devrait atteindre 440 000 bénéficiaires. On a dépassé ça. On était à 447 000 bénéficiaires. Donc, que ce soit les unités vétérinaires à construire et les infrastructures, pratiquement, on a dépassé la majeure partie des indicateurs. Alors, quelle est la composante qui n'a pas donné résultat probant? Donc, la seule composante qui n'a pas donné, en tout cas, un résultat probant, en fait, c'était la mise en œuvre du plan stratégique de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et d'éradication. Donc, c'est un plan stratégique qui a été élaboré par la Direction nationale des services vétérinaires que nous accompagnons. Il était question, en tout cas, d'exécuter la mise en œuvre de ce plan stratégique jusqu'à hauteur de 75%. Oui, c'est là on n'a pas atteint les 75%. Mais le point de blocage, c'était où? Le point de blocage, effectivement, c'est une question non seulement organisationnelle, ça c'est un. De deux aussi, le PRAPS n'avait pas prévu assez de fonds. D'accord. N'avait pas assez de fonds pour la mise en œuvre de ce plan stratégique-là. Donc, du coup, pour mettre en place un plan, il faut des ressources. Donc, avec les crises, tout ce qui s'ensuit, la DNCV aussi n'avait pas assez de ressources du côté de l'État. Maintenant, c'est ce qu'on a voulu aussi corriger au PRAPS 2. D'accord. Alors, comment avez-vous fait? Donc, follow Adjara. Follow Adjara, follow Elisan. Ok, très bien. Alors, maintenant, vous lancez maintenant le deuxième. Merci. Le deuxième PRAPS, la deuxième phase, avec quelques 35 milliards de francs CFA, on va reprendre. Le Mali donne 1 milliard 158 millions. C'est bien cela? Bien sûr. Ok, ça dure également 6 ans? Ça dure 6 ans. D'accord. Et 459 communes? Cette fois-ci, on est à 459 communes. Réparties comment? Toute la région? C'est toutes les régions, que ce soit les anciennes régions ou nouvelles régions. C'est toutes les régions, mais on vise exclusivement les zones pastorales et les grands axes de transhumance et de commercialisation du bétail. Alors, quelles sont ces grandes zones pastorales au Mali et quels sont les axes de transhumance? Bon, généralement, quand vous prenez les grandes zones, on priorise aussi les cercles frontaliers avec le Niger, avec la Mauritanie, avec le Burkina. On ne peut pas... Si vous voyez qu'on a augmenté le nombre de communes aussi, parce qu'on a assez de problèmes aujourd'hui de mouvement d'animaux entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, du coup, il y a eu quand même des communes qui ont intégré le PRAPS. Donc, du coup, si vous partez, si vous prenez le mouvement entre le Mali et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce va-et-vient-là, il faut quand même appuyer ce pastoralisme là-bas. Si vous partez en Guinée aujourd'hui, souvent, les Guinéens pensent que ils n'acceptent pas du tout le zébi. À un moment, ils prennent les animaux maliens comme des gibiers. Donc, du coup, il y a eu des problèmes. C'est avec l'appui du PRAPS et surtout l'engagement du ministère en charge de l'élevage, que ce soit le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministère du Développement rural. On n'a pas bien compris cette partie. Ils n'aiment pas le zébu? Oui, ils n'aiment pas du tout le zébi. À un moment, ils avaient interdit le zébi sur le territoire malien parce que pour eux, le zébi a une grande capacité de destruction des ressources naturelles. Pour eux, parce que c'est des damas qu'ils ont à leur niveau. Donc, ils ne veulent pas quand même détruire les races aussi. Les damas sont plus résistants, c'est-à-dire à la trypanosomiase, qui est une maladie récurrente à leur niveau. Mais pour eux aussi, le zébi détruit les ressources. Voilà pourquoi alors, le projet porte essentiellement sur les bovins ou quoi? Le projet porte sur les bovins, les petits ruminants, les camélins, tout ce qui est ruminant. Voilà. Ok. Alors, on connaît maintenant le montant. On sait qu'il y a 451 communes qui sont concernées. Et les bêtes en question, il y en a combien qui sont concernées? Bon, en termes de bêtes, nous prenons ensemble le cheptel du Mali en réalité. Parce qu'aujourd'hui, on est autour de 15 millions d'IBT. Bon, quand on parle d'IBT, c'est un animal de 250 kg. Maintenant, les bovins, c'est 0,7 kg. Pour sortir techniquement, on a unité bétail tropicale. D'accord. Donc, nous avons plus de 12 millions de bovins aujourd'hui. Nous avons plus de 40 millions de petits ruminants, plus d'1 million de camélins.
voilà, vraiment des ruminants dont le PRAPS s'occupe. Donc ces ruminants-là aujourd'hui, et que ça soit, parce que si vous prenez la santé animale, on veut éradiquer la peste des petits ruminants, c'est pour toutes les ovins caprins, c'est-à-dire les moutons et les chèvres sur le territoire national. La péripneumonie contagieuse bovine, là aussi c'est pour tous les bovins sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est-à-dire pour consolider ces acquis, parce que la lutte contre ces maladies, elle ne peut pas être seulement nationale, elle est transfrontalière. C'est pour cela que le PRAPS unit ses efforts pour que dans les 6 pays, qu'on puisse avoir vraiment les mêmes programmes, qu'on puisse agir ensemble pour vaincre ces maladies-là. D'accord. Et ça se passe comme ça? Vous avez pu mettre cette relation de coopération entre vous et les autres pays? Bien sûr, parce que le projet, il est régional. Il n'est pas national, il est régional. C'est un projet pour 6 pays. C'est-à-dire les 6 pays du Sahel, le Mali, la Mauritanie, le Burkina, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Voilà les 6 pays qui sont concernés par le PRAPS. Maintenant, l'ensemble des activités sont coordonnées par une unité de coordination au niveau régional basée au Burkina. Donc, du coup, la planification de ces activités se font ensemble et vraiment, nous nous donnons des leçons et nous conjuguons nos efforts aussi pour la mise en œuvre de ces activités. Et surtout, il y a des activités qui sont transversales aussi, qui sont coordonnées par l'unité de coordination régionale, que ce soit la transhumance transfrontalière entre les différents pays, que ce soit la lutte contre les maladies, l'accès même au marché. Donc, c'est des activités aussi qui sont soutenues par le niveau régional. D'accord. Alors, et la population concernée par cette activité, lorsqu'on va demander tout à l'heure à M. le directeur de la DNGM, il y a combien de Maliens qui vivent directement ou indirectement du secteur de l'activité minière, il saura nous le dire. Hein. Et pour le PRAPS, pour l'élevage, aujourd'hui, il ne faut pas se dire 80% de la population, en tout cas, pratique l'élevage. Même si on dit aujourd'hui l'élevage contribue à hauteur de 19% du PIB national. Et bon, le PRAPS s'occupe en tout cas de l'élevage, parce que comme on l'a dit, c'est vraiment surtout les pasteurs et agro-pasteurs qui sont concernés par ce projet. D'accord. Ouais. Donc, ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, quand vous voyez aujourd'hui, peut-être si on parle de PRAPS aujourd'hui, on a un regard vers la gestion des ressources naturelles. Et, quoi qu'on dise, chaque année, en termes de disponible de fourrage, on peut avoir plus de 40 millions, en tout cas, de tonnes de fourrage. Donc, il y a un excédent. Fourrage, c'est de l'herbe, en fait. Donc, il y a un excédent théoriquement, plus de 10 millions de tonnes. Ah, et pourquoi les éleveurs parlent... Chaque année, et pourtant, les animaux meurent de famine. Oui. Chaque année. Oui. Donc, c'est dû aujourd'hui, c'est-à-dire à la mauvaise exploitation de ce que nous avons comme ressources. Ah, d'accord. Alors, et qu'est-ce qui empêche vraiment cette exploitation rationnelle? C'est vous, les maîtres d'œuvre, c'est vous. C'est pour cela aujourd'hui, la composante de PRAPS qui s'occupe de la gestion des ressources naturelles, c'est pour créer des points d'eau là où il y a des herbes inexploitables. Parce qu'on a des zones pastorales, il y a de l'herbe, mais il n'y a pas d'eau. Donc, il faut créer des points d'eau pour qu'on exploite ces pâturages. Est-ce que cela est possible dans toutes les 459 communes répertoriées? Malheureusement, pas seulement pour le PRAPS. Nous faisons quelque chose, mais on ne peut pas tout résoudre. Et nous allons faire de nos mieux. Donc, en termes d'indicateurs cette année, il est prévu pour le PRAPS, c'est-à-dire d'aménager 1 500 000 hectares pour avoir de l'herbe. D'accord. Donc, il y a aussi des points d'eau qui vont mettre en place. Il y a des pistes et des gistes d'étape qui vont être matérialisés, c'est-à-dire pour éviter les conflits. Il y a des commissions foncières qui vont être appuyées pour les concertations, pour qu'on évite les conflits. Donc, ça, c'est des activités, en tout cas, de la composante 2. Et la composante 3, maintenant, qui facilite l'accès au marché à travers la construction des marchés à bétail et la construction des boucheries, pour qu'on puisse bien abattre les animaux et que les gens consomment de la viande saine. Donc, il y a aussi le financement. Ça, c'est une nouveauté dans le PRAPS 2. Parce que le PRAPS 1, il n'y avait pas de financement des projets. Et dans le cadre du PRAPS 2,
Il y a le financement des initiatives, des sous-projets chaînes de valeur du bétail. Bon, ces financements, c'est vrai, c'est pour les pasteurs et agro-pasteurs, mais uniquement des jeunes. Gestion des ressources naturelles, installation d'unités, je ne sais pas, d'exploitation de petite industrie pour les chaînes de valeur, tout et tout. On peut faire tout ça en 6 ans. Et pourquoi on a attendu maintenant pour mettre ça en route? Oui, on peut. Un projet, c'est-à-dire tirer vraiment des contraintes rencontrées. On a eu une première phase du PRAPS. Nous avons tiré les leçons du PRAPS 1 et nous avons bâti le PRAPS 2 sur les solutions proposées aux contraintes rencontrées au niveau du PRAPS 1. Et aussi, dans la même vision, en tout cas du ministère du Développement rural et du gouvernement en façon générale, parce que l'élevage, quoi qu'on dise aujourd'hui, l'élevage aujourd'hui, c'est un moyen pour nous de booster l'économie du Mali. Ça rapporte combien en domaine de PIB? 19%. 19%? Oui. Et comment ça se passe? C'est la vente directe de la viande, c'est la vente du bétail sur pied, ou comment ça se passe? C'est la vente du bétail, en fait. C'est ce que le bétail quelle est la méthode la plus rentable? Rapporte. Parce que quand vous prenez en termes de contribution, c'est vrai, vous trouverez souvent 12%, vous trouverez souvent 19%, certains vous disent qu'ils sont à 30%, ça dépend là où vous êtes arrêté. Au niveau de l'INSAT, on s'arrête dès que l'animal quitte le parc. D'accord. Et maintenant, tout le reste que l'élevage gère, que ce soit les abattoirs, le truc, sont reversés maintenant à l'industrie. Alors, donc pourquoi ne peut-on pas tomber d'accord sur une seule référence? Vous avez parlé tout de suite de l'INSTAT, mais c'est la structure qui est chargée d'évaluer, de nous donner les normes. Je crois que c'est avec les normes de l'INSTAT que tout le monde doit travailler. Non seulement vous, chez vous, chez les médecins, chez les journalistes, chez les petits commerçants, chez les gros industriels, chez les partenaires. La référence, ce sont les données statistiques de l'INSTAT. Alors, pourquoi il y a cette grande variété de statistiques-là? On ne se retrouve pas. Et si vous avez des résultats à montrer, à présenter à des partenaires pour les inviter à nous accompagner, vous montrez quels résultats? Résultats de l'INSTAT ou résultats de qui d'autre encore? Vous aviez commencé. Oui. Et vous avez bloqué sur le point de l'INSTAT. Qui d'autre donne je viens, sauf qu'aujourd'hui, c'est-à-dire l'INSTAT arrête à un niveau auquel les appuis maintenant du ministère en charge de l'élevage ne s'arrêtent pas en réalité. Donc du coup, nous aussi, nous menons nos études par rapport à ça. C'est-à-dire nous réfléchissons en termes de filières pour évaluer la contribution de l'élevage. Donc c'est ce qui fait que si vous évaluez la contribution de l'élevage, on va au-delà même de 20%. Donc c'est un peu ça. Donc, du coup, il suffit seulement de mettre la source des données. D'accord. Alors, on a repéré les problèmes, vous vous êtes fixé des objectifs. Et le PRAPS 2 va nous amener où? Bien sûr. Où voulez-vous que le PRAPS 2 nous amène? OK. Et à quelle échéance? Et quand on prend le PRAPS 2 en termes d'objectifs... Parce que vous faites des évaluations de parcours. Vous allez vous arrêter 1 an, on veut atteindre ça, 2 ans, on veut arrêter, et on veut atteindre cet objectif. Et en 6 ans, voilà où nous voulons arriver. Bien sûr. Oui. Donc, on a quand même des indicateurs clés par rapport, en tout cas, au PRAPS 2. Comme je l'ai dit, il y a d'abord le nombre de bénéficiaires, en tout cas, à toucher. On veut toucher pour le PRAPS 2 5 350 000 bénéficiaires. Ah bon. Donc, en termes d'amélioration, on veut qu'il y ait une couverture de 90% de la couverture vaccinale pour la péripneumonie contagieuse bovine. Donc, ça, c'est pour les bovins. On veut aller aussi à une couverture de 95,2% en termes de couverture vaccinale pour les petits ruminants. Et c'est ce qui peut nous amener à éradiquer cette maladie-là aussi. Donc, pour la gestion durable des terres, d'ici la fin du PRAPS, qu'on ait aménagé au moins 1 500 000 hectares. Donc, en termes d'accroissement des revenus, on veut que, c'est-à-dire les bénéficiaires du PRAPS, que leurs revenus soient augmentés au moins de 25%. Donc, en plus de cela, il y a l'inclusion sociale. Nous n'avons pas oublié. Donc, on va appuyer l'obtention des pièces d'état civil ou l'inscription au registre social
de 6500 pasteurs et agro-pasteurs. Donc, parce qu'au niveau de l'inclusion sociale aussi, le PRAPS va faire un transfert monétaire. C'est une nouveauté à 5 000 ménages. C'est-à-dire 15 000 francs par mois pendant 3 ans à 5 000 ménages. Donc, ce transfert monétaire-là sera effectué par le PRAPS. Donc, en termes des résultats tangibles, oui. Voilà ce que nous voulons pour le PRAPS 2. Donc, c'est vrai, il y a des résultats impédientaires, le nombre de parcs de vaccination à construire, les ainsi de suite, les points d'eau. Mais de façon globale, voilà les résultats de l'objectif de développement du projet. Et lorsque vous parlez de pathologies chez ces animaux, vous parlez surtout de péripneumonie bovine, mais il n'y a pas que ça comme maladie chez les animaux, là. Oui. Pourquoi vous vous appesantissez sur ça? C'est la plus dangereuse? Ce sont les maladies qui ont été priorisées par l'ensemble des 6 pays. Pour dire que oui, nous allons faire face à ces maladies, parce qu'on ne peut pas faire face comme ça à toutes les maladies. Oui. Mais comme je l'ai dit, les 2 maladies ont été priorisées. Et c'est ce que les pays concernés se partagent. Voilà. Donc, la péripneumonie contagieuse, ça c'est pour contrôler la maladie. Mais pour la peste des petits ruminants, il y a une stratégie d'éradication sur le plan mondial. Donc le Mali ne peut pas aller en marge de ça. D'accord. Mais le Mali a ses réalités à lui, là. D'ici 2030, il faut qu'il y ait l'éradication de la peste des petits ruminants au Mali. Mais à l'interne, qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas dit exactement que ce qu'on rencontre comme problème ici, que c'est la même chose. Il y a quand même quelques différences. Et comment vous les prenez en charge? Les spécificités maliennes? Les spécificités maliennes aujourd'hui, et vous savez, pour éradiquer, on s'est dit, bon, on va appuyer les services vétérinaires. D'abord, acquérir vraiment assez de vaccins. Le PRAPS-D va acquérir plus de 160 millions de doses de vaccins pour les animaux. Il y a la construction des infrastructures d'élevage, que ce soit les parcs de vaccination pour faciliter la vaccination. Il y aura l'amélioration des conditions de travail. Il y aura la formation, en tout cas des jeunes. D'ailleurs, nous sommes en train de lancer le recrutement de 31 jeunes pour la formation en médecine vétérinaire. Ce sont des docteurs vétérinaires qui vont sortir. Il y aura la formation spécialisée, c'est-à-dire en épidémiologie, en santé publique, pour surtout les cadres de services vétérinaires qui doivent aller à la retraite. Il faut les remplacer. Donc, il y a des formations spécialisées en ce sens. Donc, il y a des formations continues. Il y a l'appui même à l'installation des vétérinaires sur le territoire du Mali. Donc, c'est des activités aujourd'hui que nous pensons qui peuvent aider à maîtriser aujourd'hui la santé animale. Et en plus de ça, il y a aussi un peu la santé publique vétérinaire. Quand on contrôle les médicaments, on contrôle les résidus médicamenteux. Et l'appui à ce contrôle-là nous amène à fournir à la population des produits animaux sains pour la consommation. Parce qu'on allait vous poser justement cette question et quel est maintenant l'apport dans le concept de One Health. Vous ne pouvez pas aller comme ça ignorer l'autre tendance. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'articulation entre vous et puis la médecine humaine. Non, il y a justement c'est ce travail de santé publique vétérinaire, l'appui aux activités de santé publique vétérinaire qui est aussi la contribution du projet dans le cadre de One Health. Vous voyez? Ok, très bien. En tout cas, exposé comme ça, nous voyons que vous avez une vision holistique de la chose. Et rien n'est oublié, mais c'est la mise en œuvre qu'on va voir maintenant. Vous avez été convaincu, monsieur le directeur, en tant que citoyen? En tant que citoyen, oui. Avec les explications de M. Koulibaly, je pense que pour l'étape 2, ça va bien sûr. Je suis bien convaincu. D'accord. Ok. Alors, il parle avec assurance et on va lui demander à la fin sur quoi se base-t-il pour vraiment espérer sur une issue, je ne sais pas, élogieuse de la chose. On verra bien. Hein? Bon, parce que vous êtes confiant, non? Moi, aujourd'hui, je suis... Vous vous basez sur quoi pour dire que ben, voilà, ça va être vraiment, ça va aboutir à des résultats tangibles? Vous savez, je suis très confiant aujourd'hui. Et ce projet, c'est un projet, c'est un engagement de l'État. D'accord. Parce que vous savez, le PRAPS 2, tous les pays ont démarré avant le Mali, avec les problèmes de la suspension de décaissement. Après la levée de la suspension, en un clin d'œil, les autorités se sont engagées pour pouvoir démarrer ce projet-là. Et
Et ça a été le cas. En prenant, oui, ça a été le cas. Vraiment, il y a eu l'engagement, en tout cas, du ministre du Développement rural, du ministère du Développement rural, pour mettre en œuvre le plus rapidement possible ce projet. D'accord. Et au-delà de la manifestation immédiate et diligente de cette volonté politique, qu'est-ce qu'il faut? Au-delà de ça, aujourd'hui, c'est un projet de faire. C'est-à-dire l'unité de coordination ne va pas directement exécuter le projet sur le terrain. Nous exécutons le projet avec les services techniques, les organisations qui sont sur le terrain, les organisations de l'éleveur, mais aussi que ce soit les ONG ou les bureaux d'études. Donc, du coup, c'est l'engagement de tout un chacun aujourd'hui qui peut nous amener à dire en 6 ans, vraiment, voilà ce que nous avons espéré. Nous avons eu quelque chose qui va au-delà de ça. Parce que c'est une compétition. Mais c'est vous qui serez jugé sur les résultats. Oui. Même si c'est l'engagement de tout le monde qui est demandé. Hein? Et c'est en quoi, aujourd'hui, fait que nous sommes engagés, l'unité. Moi, j'ai très confiance à mon équipe aujourd'hui sur place. Et j'en suis sûr et certain que nous allons aller au-delà de ce que nous espérons. Très bien. OK. Espoir, espérance. Merci. Voilà. Et on va maintenant à la signature de convention entre la Direction nationale de la géologie et des mines et la société de raffinage Marena Gold Mali. Ce partenariat qui vient d'être noué touche plusieurs volets afin que l'or produit au Mali puisse être compétitif et sur le marché international. La durée de cette convention est de 2 ans, et renouvelable. Et Inaba nous fait le point. Enfin, de l'or avec le label Made in Mali grâce à la société de raffinage Marena Gold. Cette structure vient de signer une convention avec la Direction nationale de la géologie et des mines. La convention aura une durée de 2 ans renouvelable et vise plusieurs objectifs, parmi lesquels l'usage du ponçon de l'État sur l'or, la dotation en équipement du programme de développement pour les ressources minérales PDRM, la formation de son personnel sur le raffinage et l'analyse des métaux précieux. La signature de cette convention de partenariat vient concrétiser la volonté de l'État pour la mise en œuvre du contenu local, qui est l'une des innovations. La signature de la dite convention de partenariat va donc nous amener à fédérer les capacités de nos 2 structures pour accompagner le processus de développement économique et social à travers la capitalisation de la production aurifère artisanale par le poinçonnement de l'or. La société Marena Gold cible surtout les orpailleurs et les petites mines. L'idéal est de pouvoir raffiner l'or au Mali. Moi, je pense que les orpailleurs et les industriels qui ont des petites mines, c'est de s'organiser et de raffiner leur or au Mali pour que ça développe le Mali exactement. Les orpailleurs qui ont été là, depuis des années, on exerce de la même manière et ça ne nous ajoute rien. Donc moi, ça ne nous valorise pas. Moi, je pense que ça, c'est une opportunité pour nous tous dans les secteurs pour s'associer et faire valoriser l'or du Mali. Ce partenariat qui vient d'être scellé à plusieurs volets pour que l'or produit au Mali puisse être profitable à tous les Maliens. Donc c'est un partenariat que le département salue, que le département soutient. Et ça répond aussi également à une des recommandations fortes qui a été formulée lors des assises nationales, c'est-à-dire créer au Mali une raffinerie afin d'augmenter la valeur ajoutée de l'or pour le pays. Et ça permettra encore, comme on l'a dit, de créer beaucoup d'emplois au Mali ici et de contrôler la production d'or. Cette structure qui est opérationnelle depuis 2015 a toutes les commodités requises pour le raffinage de l'or. Monsieur le directeur, oui. Lorsqu'on parle des richesses de la terre du Mali, il y en a beaucoup. De quoi parle-t-on? Il y en a beaucoup. On ne peut pas parler seulement concernant les richesses minières du Mali en se basant seulement à la production monopole de l'or. On a beaucoup d'autres substances telles que le lithium, où nous venons de poser la première pierre par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau il y a quelques mois. Il y a d'autres substances qui rentrent en matière où l'État a donné beaucoup de permis de recherche et de permis d'exploitation. Il y a le fer, l'uranium, le cuivre, il y en a beaucoup. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut attirer aujourd'hui les investisseurs? On sait que l'or, c'est déjà un acquis. Oui. Et le pétrole, ce n'est pas votre domaine, même si avant, ça relevait de la DNG, mais il y a une structure qui le fait. Mais vous savez quand même comment ça se passe là, sur ce plan. Et sur le pétrole? Il y a de l'espoir?
Bien sûr, bien sûr. Il y a la direction de l'ONAREP qui s'occupe de ça. Il y a un nouveau directeur qui ne ménage aucun effort pour chercher les partenaires. Donc à ce stade, je pense qu'ils sont déjà là-dessus. Il y a déjà des blocs qui doivent être attribués dans les jours à venir à des sociétés minières. D'accord. Voilà. Alors, après lui, après vous, on va l'amener sur le plateau. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, avec vous ici, puisque ici on parle de l'or, le Mali, on l'appelle pays de l'or. Et il y en a combien aujourd'hui d'industries industrielles qui exploitent l'or au Mali? En parlant de statistiques, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais sur des grandes échelles de production, on a 13 mines qui sont en exploitation. 13 mines en exploitation. D'accord. Dans quelle région? Il y a les deux régions principales, la région de Kaye et la région de Sikasso. D'accord. Voilà. Et il y a combien, comment on les appelle? Ici, on parle de la société Marina Gold. Ils détiennent combien de mines? Non, la société Marina Gold n'a pas de mine. La société Marina Gold, c'est une société de raffinage. Ah, de raffinage. De raffinage. Mais cette société n'exploite pas. Ils n'ont pas de permis de recherche. Donc, elle achète l'or avec... avec les exploitants artisanaux. C'est ça. Les exploitations artisanales, c'est l'or produit dans l'exploitation artisanale. Donc, ce projet porte sur l'orpaillage. L'orpaillage. Donc, oui, c'est l'orpaillage, l'or produit par l'orpaillage qui est amené au niveau de cette structure pour être affiné. Ah, d'accord. Maintenant, mais par rapport, si nous venons maintenant aux grandes entreprises, aux grandes entreprises et les autres. Oui, le code minier de 2019 a bien cadré. Dans son décret d'application à l'article 166, c'est dit que toute société minière qui détient un permis d'exploitation de petites mines ou de grandes mines est tenu d'affiner, traiter et transformer ces produits miniers dans les installations qui sont au préalable agréées. Si je dis agréées, qui sont au préalable, qui ont des certifications internationales. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Parce qu'actuellement, chez nous, il n'y a pas de raffineries qui ont une certification internationale. D'accord. Et pourquoi il n'y a pas de raffinerie avec une certification internationale? C'est très difficile. C'est très difficile. C'est pourquoi l'importance de cette signature de convention de partenariat entre Marina Gold et l'État. Par exemple, si l'État est en collaboration avec cette unité de raffinerie, ça va nous permettre d'aider cette raffinerie en voyant au niveau extérieur comment aider cette raffinerie à avoir cette certification internationale. Mais pour l'instant, que fait-on de l'or des orpailleurs? Voilà, justement, l'or des orpailleurs, cet or est sorti. Ça va à l'extérieur pour être affiné dans d'autres pays. Nous, on veut changer ça actuellement. On va amener ces orpailleurs à travers les comptoirs d'achat à amener leur or au niveau de Marina Gold. On a parlé tout de suite du poinçon de l'État. Tant que l'or est raffiné chez Marina Gold, il y aura le poinçon de l'État sur cet or. Et ça va nous permettre, nous, à l'État, de capitaliser la production artisanale qui sort. Parce qu'actuellement, on a des difficultés à capitaliser cette production. Alors, quel est le volume produit par les orpailleurs et quelle est la capacité de raffinage de Marina Gold? La capacité de raffinage de Marina Gold, ça va à 99,9%. Ils ont des équipements bien appropriés. D'accord. Alors, oui, allez-y. On a fait une visite dans leur installation. On a regardé. Où ça? Ils sont au niveau du Grand Marché. D'accord. Du Grand Marché. Ils ont une structure bien installée. Ben, on peut mettre une unité de raffinage au Grand Marché? Oui, mais c'est à côté. C'est bien protégé. Ils sont en train, on en a parlé avec le président de la raffinerie. Ils sont en train de chercher au niveau des zones aéroportuaires qui est plus dégagée. Voilà, ça c'est plus propre. Donc là, ils sont là-dessus. Mais actuellement, l'idéal, c'est que nous essayons de voir comment certifier cette raffinerie, afin que tout or qui est produit au Mali soit raffiné au Mali. Alors, pourquoi vous vous appesantissez sur l'or produit par les orpailleurs seulement? Pourquoi vous ne connaissez pas en même temps avec les industriels? C'est ce que je viens de dire tout de suite. C'est un peu difficile. C'est notre code minier qui a cadré ça. On ne peut pas, à l'ère actuelle, obliger ces exploitations industrielles à raffiner leur or
Parce que Marina Gold c'est pas dans les normes d'abord. Voilà, n'a pas d'abord. C'est pas certifié. C'est pas certifié. Donc c'est comme un essai. Oui, oui. Ils ont des certifications, mais les certifications internationales et reconnues, ils n'ont pas ça. Parce que c'est. Je pense que lorsqu'on a parlé du problème, le ministre s'est donné le temps. À chaque fois qu'on va dans les conférences internationales, le ministre pose la question. Et il est là-dessus avec son staff pour trouver des voies et moyens. Comment avoir, même si à un début, trouver des joint ventures avec ces sociétés qui ont des certifications, surtout en Afrique du Sud. Eux, ils sont là-dessus il y a longtemps. On est en train de voir comment, pour un premier temps, trouver des joint ventures. Quelle est la structure à l'international qui valide, qui certifie? Oui, ils ont... Il y en a beaucoup? Non, oui, ils ont... C'est un consortium? Non, c'est un consortium. C'est pourquoi c'est un peu difficile pour une société de raffinage du Mali d'entrer seule. L'idéal, c'est que si l'État est derrière eux, on va jouer ensemble avec eux, trouver des voies et moyens à l'extérieur, comment voir avec ces étrangers, arriver à avoir cette certification pour que Marina Gold arrive à raffiner tous leurs produits par le Mali. Quels sont les critères à remplir pour avoir droit à cette certification? Il y a beaucoup de critères. Il y a les équipements qui doivent être mis en place, les équipements adéquats. Et très généralement, tout dernièrement, Marina Gold a même fait des lettres au niveau de ces consortiums. S'ils peuvent venir regarder au niveau des installations, comment avoir une idée et de dire qu'eux, ils sont aptes à le faire comme les autres. Donc, l'or, c'est comme le coton, c'est première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Oui, c'est les carats. C'est les carats. L'or est différencié par les carats. Les 24 carats, c'est voilà, le top. Oui, ok. Alors, monsieur le directeur, on avait déjà vu une expérience dans le genre ici qui s'appelait Kankou Moussa, qui était logé dans les locaux de Rangold là-bas en son temps. Et ça permettait, comme on le dit, la même chanson, et ça permettait alors de briller pour les Maliens. On va le dire comme ça. Oui. Mais ça n'a pas fait long feu? Oh oui. Bon, là, Kankou Moussa, c'était à la demande de la population malienne de dire que toute la production d'or en son temps est produite par la société Rangold, que la totalité ne sort pas. Mais c'est toujours le discours de la population malienne. Oui. Mais l'expérience de Kankou Moussa n'a pas marché, parce que je ne veux pas me mêler de ça. C'était une gestion interne. Je pense que c'est la gestion interne qui n'a pas beaucoup marché. C'est pourquoi cette société a été fermée. Mais ça ne parlait pas de raffinage. C'était que l'or produit par la société Rangold, qu'une partie de cet or reste au Mali pour que nos populations puissent acheter l'or sur place et le modifier pour que nos femmes aient la priorité, avoir l'accès à ça. Mais bon, je pense qu'avec une gestion qui s'est faite à l'intérieur, la société a été fermée. D'accord. Mais vous êtes là, c'est vous qui chapeautez tout. C'est quoi d'ailleurs quels sont les rôles qui vous ont dévolus à la DNGM? À la DNGM, c'est d'abord quoi faire? C'est d'abord la mise en œuvre de la politique minière au Mali. Oui, d'accord. Ça, c'est le chapeau. Et surtout, de faire la promotion du secteur minier en dehors du Mali. À chaque conférence minière à l'extérieur, nous participons. Et quand on participe, on amène le Mali. On va vendre le Mali, le sous-sol malien. Et de dire que le Mali est un pays de l'or. Et cette fois-ci, on est en train de changer de langage. On est en train de dire, au lieu de l'or, nous, on a d'autres potentialités. Il y a le lithium maintenant qui est en valeur. Et il y a d'autres substances. Et à chaque conférence que nous venons de participer, au retour, on a beaucoup d'investisseurs qui viennent par rapport à d'autres substances qui n'est pas que de l'or. Voilà. D'accord. Et par rapport à ça aussi, il y a la coordination. La DNGM permet de faire la coordination au niveau de ces services. Mais c'est vous qui délivrez également les permis, non? Bien sûr, nous délivrons les permis, que ce soit les permis de recherche, que ce soit les permis de recherche, les permis de recherche. La DNGM fait le travail et les permis de recherche sont signés, c'est un arrêté ministériel. Mais le permis d'exploitation des grandes mines, ça c'est un décret. D'accord. Voilà, signé par le PM. Mais le point de départ, c'est toujours vous? Le point de départ, c'est nous et la demande, et toutes les demandes sont déposées au niveau de la DNGM. D'accord. Oui. Alors, puisqu'on parle toujours de l'or, là, ça rapporte combien au Mali? 13 mines en exploitation, moins l'or paillage. Oui. Et le volume, c'est combien? L'or rapporte plus de 450 milliards au budget national. Ah bon? Oui, chaque année.
Et chaque année, si on dit que l'or ne brille pas pour le Mali, moi je pense que voilà, c'est vrai que nos populations le disent. Mais quand on dit 20%, ça fait petit dans la tête des uns des autres. Les citoyens lambda, on ne peut pas comprendre. Oui, oui. Là, tu exploites ma ressource et puis tu me donnes 20%. Là, il faut expliquer ça. Voilà, il faut expliquer. Les 20% que le Mali a par rapport à l'exploitation de l'or, moi je pense qu'il est temps qu'on ne pense pas à ces 20%. Il est temps qu'on pense quelles sont les retombées de la production de l'or au Mali. Tant qu'on ne va pas tout comprendre, nous expliquer en français facile. C'est ça. Nous expliquer en bamana. En bamana, c'est ça qui est mieux. Le ministre a donné les instructions par rapport à ça. On est en train de faire les disséminations au niveau de toutes les communes du Mali pour aller disséminer le code minier. Expliquer à ces gens en bamanakan quelles sont les retombées de cette production de l'or. Quand vous regardez le code de 2019, on a mis le contenu local. On s'est apaisanti sur le contenu local. Pourquoi? Parce que quand le contenu, on a dit, à compétence égale, une société malienne et une société étrangère, qu'on donne le marché à la société malienne. À compétence égale. Parce que quand ces sociétés maliennes font, par exemple, il y a des sociétés comme SFTP, il y a les sociétés comme C-Mining, il y a les sociétés comme EGTF, ils sont maintenant au niveau des sous-traitants, ça. Voilà, des sous-traitants dans les carrières. Donc l'argent gagné par ces sociétés, ça reste au Mali. D'accord. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais pourquoi ne peut-on pas sortir de la sous-traitance, être aussi propriétaire d'une mine? On sait que tout cela, c'est parti des décisions prises en son temps par les décisions de Bretton Woods. Quand on dit aux États 20%, vous êtes d'accord? Parce qu'on connaît d'où ça vient. Là. OK? Mais ça ne peut pas changer. Ça peut changer. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une mine exploitée par les Maliens? C'est possible, mais il faut une volonté politique. D'accord. C'est possible. Il faut une volonté politique et c'est possible. Et tout dernièrement, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a souhaité, on est là-dessus, on est en train de préparer ça. On veut avoir des financements. Parce que le problème est que le secteur minier, c'est un secteur qui rapporte plus de 450 milliards à l'économie malienne. Mais sur le plan financement, nous sommes les derniers. Il faut le dire. Parce que nous voulons, c'est des mines. Il y a les productions. Ça va finir un jour. Donc avant que ça finisse, il faut que nous faisons des recherches, développer ce secteur et avoir d'autres mines en exploitation. Parce que les compétences humaines commencent à être là. Commencez par vous. Oui. On a vu une première expérience malienne quand même en matière d'exploitation d'or à l'échelle industrielle. Oui. Bon, ce n'était pas un niveau aussi comme ça, mais ça donne des résultats. Des résultats. Voilà. Maintenant, il y a la compétence. Il y a la compétence au niveau malien. Et moi, je vais vous expliquer une chose. Si l'État parvient à mettre en place des enveloppes, des financements de recherche et qu'il y ait une volonté politique, qu'on développe des permis du début jusqu'au niveau du développement. L'État même, actuellement avec les ingénieurs géologues, les ingénieurs miniers que nous avons, nous pouvons nous-mêmes faire notre propre production au Mali. Mais il faut quand même une volonté politique et il faut un financement adéquat de ce secteur. D'accord. Voilà. OK. Alors, maintenant... Il ne sait pas prononcer, peut-être qu'il y a une question à poser. Bien sûr. Il est intéressé par l'or aussi. Hein, bon, bien sûr, je suis intéressé par l'or. Les Koulibaly, ils aiment bien l'or aussi. Hein. Bon, en fait, je suis vétérinaire et j'ai beaucoup un regard vers la santé publique. D'accord. Donc, quand on parle de l'or, souvent aussi... On a 2 minutes maintenant pour boucler. Oui, pour nos animaux, on se soucie de l'eau que les animaux la boivent. D'accord. Et de l'eau souterraine surtout, les forages que nous réalisons. Et maintenant, je sais qu'il y a des dispositifs qui sont pris, c'est-à-dire pour mettre en place un plan de gestion environnementale et sociale. Bien sûr. Mais il faut quand même qu'on respecte la mise en œuvre de ces plans de gestion environnementale et sociale. Notre souci pour le bien-être de nos animaux et surtout aujourd'hui le poisson. Protection de la faune et de la flore. On a vu par exemple même dans le Gourma, il n'y a pas que seulement les vaches. Hein. L'éléphant de Gourma est menacé, pas seulement par le braconnage et autres, mais par l'exploitation sauvage de l'or. Oui. Voilà. Non, ça c'est une question qui vient chaque fois. Mais il faut reconnaître que... Ça ne relève pas de vous non plus. Non. Il y a le ministère de l'Environnement, il y a tout. Mais il y a, chez nous avons une division qui s'occupe de l'environnement. D'accord. Et
je vous promets que chaque semaine, chaque trimestre, il y a des missions qui sont sur le terrain. On fait des prélèvements des piézomètres, on amène ça au niveau du laboratoire national et on fait des analyses pour savoir à chaque fois si l'eau est polluée ou non. Exigez à ce que vous ayez aussi ces résultats toutes les semaines. Bien sûr. Oui, mais non, il n'y a pas de problème. Le laboratoire national a ses résultats. Et tout dernièrement, le projet de la Banque mondiale vient de doter la direction des équipements pour mieux travailler sur cet aspect. Et on est là-dessus. Avec nous-mêmes, on a maintenant la latitude avec ces équipements d'aller prélever des échantillons et faire des comparaisons avec ce que les mines nous donnent et ce que le laboratoire national prélève aussi. Eh bien, très bien. Voilà. On est à la fin de cette émission. Oui. Et si demain on veut aller acheter quelques grammes chez Marena, c'est possible? Bien sûr, et non, depuis longtemps Marena fait ça, mais la nouveauté c'est quoi? C'est qu'il y aura le poinçon de l'État et ça va permettre à l'État de capitaliser l'or artisanal. Et on est là-dessus aussi pour voir quels sont les voies et moyens pour amener cette raffinerie à avoir cette certification pour qu'un jour que tout l'or produit au Mali soit raffiné sur place. Déjà, du côté des orpailleurs là, évaluation, on peut gagner combien? L'État peut gagner combien déjà? À chaque année, nous parlons de 7 tonnes. Mais c'est plus que ça. Parce que ça sort. Nous n'arrivons pas à capitaliser. Ça sort. Mais quand on capitalise, nous savons que c'est plus que 7 tonnes. Le côté de l'orpaillage seulement? Bien sûr. Bien sûr. OK. Ben, merci, bon courage. Merci. Et ça donne de l'espoir, tout ça. Bien sûr. Et merci à vous, monsieur Moussa Coulibaly, vous êtes le coordinateur du PRAPS 2. Oui. Il paraît que vous êtes esclave de quelqu'un ici, le caméraman. Ou bien de moi-même. Il est devant. C'est Fantamadi Keita, qui a laissé le foot, qui est venu d'alors. Oh oui. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, c'est dimanche prochain, Inch'Allah, le canal 12-13. Mais avant, tout à l'heure, le journal de 13h, présentation Abdoul Karib Kaba. Excellent après-midi dominical. Que Dieu sauve le Mali. Merci.